Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Val, cette nouvelle partie commentée. Salut Darky. Salut, ça va ? Ouais, ça va. Ça me fait chier parce qu'à nouveau, en fait, on va commenter une de tes défaites. Hein, alors que Darky a souvent quand même tendance à gagner. C'est un peu injuste. Mais cette partie, je sais que... Si tu m'enlèves mon commentaire, j'ai plus rien à dire là. Je peux même plus troller en début de partie. Je suis frustré du coup. Non, moi je suis frustré parce que je montre des vidéos de toi où t'as tendance à perdre. Et ça m'emmerde parce que c'est pas vrai. Et voilà. Mais c'est comme ça. Donc là, tout de suite la distribution des cartes. C'est incroyable, comme si on commençait une partie par le début, quoi. Vraiment incroyable. Je pensais pas qu'on avait que l'enregistrement était si tôt. D'accord, très bien. Bon. Donc c'est moi qui commence le Val avec un 9 de cœur. Ouais, et moi j'ai eu un 8 de carreau. Effectivement. Et alors là à ce moment-là, moi je dis, là, j'ai déjà en tête la partie qui va se dérouler dans ma main rapidement pour te décrire, parce que c'est moi qui commence, donc c'est autant que ce soit moi qui commence à parler. J'ai une pénurie de carreaux et comme seul carreau, j'ai un joker noir. Donc, du coup, je peux quand même former un accompli parce que j'ai joker noir. Mais je vais choisir de partir sur une stratégie que j'aime beaucoup en ce moment, c'est la stratégie de l'égalité. En fait, maintenant en Hélios, j'ai tendance à ne plus chercher à gagner. En fait, ça m'intéresse plus de gagner. Ce que je veux, c'est que tu perdes. Et donc, du coup, quitte à perdre avec toi, en fait. Donc maintenant, ce que je vais faire la plupart du temps, c'est que je vais tenter d'aller chercher toujours le pat. En allant tout simplement piocher toujours des cartes à l'aide de fous, temporiser, à l'aide d'enfants, pas être forcément nécessairement agressif, jusqu'à trouver finalement une solution de victoire. Tu joues contrôle, quoi. Voilà, si elle arrive, bah, tant mieux, si elle n'arrive pas, tant pis. Là, en l'occurrence, en pénurie de carreaux, moi, c'est ce que j'invite tous les auditeurs à faire. Alors là, en plus, j'ai une pénurie de carreaux, mais particulière, parce que je crois que j'ai 3 cœurs, 3 piques, 3 trèfles. Putain. Donc j'ai potentiellement l'occasion de faire 3 fous. Donc là, je suis en mode, de toute façon, je ne vais pas perdre cette partie, j'en suis quasiment certain. La seule manière, en fait, que je perde, c'est que Darky ait de la chance, qu'il ait un joker, qu'il ait du carreau, et voilà. Donc première phase, évidemment, un fou, qui me permet de piocher 3 et de piocher 1. Puis c'est à toi de jouer, Darky. Qu'est-ce que tu découvres comme main ? Je découvre une main qui fait mal, j'ai une pénurie de piques et j'ai qu'une tête et un joker. Enfin ça va, c'est quand même 2 têtes, mais je me sens déjà pas très bien. Full carreau. J'ai beaucoup de carreaux, ouais. J'ai beaucoup de carreaux. J'arrive plus à voir ma main là, mais je sais que je suis pas super bien. Et pourtant je fais un accompli. Ça veut dire que quand tu perds une partie en faisant un accompli, c'est que tu as vraiment beaucoup de choses à réfléchir. Parce que techniquement, tu pouvais tout poser. Donc, en quoi poser un accompli était le meilleur move ? C'est encore le truc que je me demande là, en ce début de commentaire. Donc je me dis, j'ai pas de pique. Du coup, je vais utiliser le joker pour compenser ça. Il faut que je tue son fou. Donc il faut que je pose un truc qui est un carreau. Autant poser un accompli. Comme ça, je protégerai assez bien du coup mon unique tête. Et je pars sur de la résilience, quoi. En gros, moi je vais avoir le rythme du je veux tuer tout ce que tu poseras sur ton Val et survivre avec une figure de plus, en espérant piocher assez vite du pic et puis gagner le rythme. Donc c'est ce que je fais, je pose un accompli qui a un carreau à 6, je crois, avec une dame de carreau au centre. Ça fait 8. Là, tu viens de piocher quoi, là ? Qui me permet de tuer ton fou. Un autre, je crois que j'ai pioché le 10 de cœur. 10 de cœur. Dont je peux pas me servir puisque j'ai pas de tête. Mais je me dis, je suis pareil pour de la temporisation. Avec un 10 de cœur, il suffit que je pioche une tête et je pourrais faire quelque chose. Et puis j'ai un accompli, et là toi tu poses un enfant, ce qui fait que ça veut dire tu vas pas me le tuer tout de suite. Je me sens pas si mal au final, même si j'ai vraiment pas une main ouf. Alors là, je pose un enfant pour une raison très simple, parce que je pourrais continuer ma stratégie des fous et donc chercher l'égalité, mais aussi une bonne manière d'avoir l'égalité, c'est d'abord d'avoir des points de vie, d'avoir des points de majesté, parce que pour que la partie dure longtemps, il faut que je sois long à battre. Et en l'occurrence, dans la main, j'ai des gros pics. Hein. Je crois que j'ai déjà le roi de pique, je suis pas certain de ça. J'ai 7 de pique, 8 de pique, je crois, enfin des gros pics. Je me dis, attends, j'ai beaucoup de piques en main quand même, et je dois l'avoir plus tard, j'aurai là, c'est le 2 également, donc j'ai beaucoup de piques qui me sont passés. Donc je pense qu'un enfant à 10, même 11, il est enfant à 11, je pense qu'il va avoir du mal à le tuer. Paris gagnant, effectivement, il n'a pas le 10 de pique, il n'a pas ce qu'il faut pour le tuer, c'est clair, donc voilà. Du coup, je fais un tour où j'écrase un petit peu ton avance en jetant un carreau de ma main pour redescendre un petit peu la majesté que tu avais fait s'envoler. Voilà, et j'enfonce même, avec mon accompli, je vois pas l'intérêt de jouer autre chose que du carreau pour retaper. J'aurais peut-être dû jouer trèfle pour piocher, mais... Pourquoi t'as pas éduqué ton accompli avec le 10 de cœur à ce moment-là ? Ça servait à rien. De toute façon, on verra que ça aurait servi à rien. Je sais que tu pouvais pas le tuer le tour d'après, donc Ouais, d'accord, ok. Ouais, donc ça servait à rien. D'accord, très bien. Et je me disais que tu avais peut-être intérêt dans cette partie à avoir un spectre, parce que vu que je suis en pénurie de carreaux, vu que tu vois que tu as tous les carreaux dans la main,
Je me suis dit qu'à un moment donné, un spectre aurait été bien, ça contre bien en plus la stratégie du mec qui veut piocher tout le temps. Mais tu fais ouais, ok, tu piocheras, mais tout seul. Ouais, Moi, je piocherai dans la rivière et en plus, je regarderai. C'est pour ça que j'ai été très très prudent. Tu noteras que dans toute cette partie, j'ai été hyper prudent sur ce que je jetais à la rivière et la façon dont je le jetais. Ouais, c'est vrai. Alors que pourtant, enterré tout le temps. t'as dû te poser la question, mais pourquoi il se prend la tête comme ça alors qu'il n'y a aucune. Bah si, parce que pour moi, voilà. ça joue un peu de la stratégie. Ça peut vouloir dire que tu te dis, je vais le transformer en spectre à un moment. Pour moi, c'est du bluff. Ouais, d'accord, ok. Alors moi, je peux absolument pas faire ça puisque, comme tu le sais, je n'ai pas de carreau du tout. Je vais en toucher qu'un seul durant la partie, c'est le 10 de carreau, et que je vais piocher. Bah oui, parce que la stratégie du nul là, dont je suis en train de parler, celle qui consiste à poser des fous en permanence pour piocher des cartes, eh ben, elle nous fait voir beaucoup de cartes. Et sur ce beaucoup de cartes, évidemment, à un moment donné, je vais pouvoir compléter ma pénurie. À un moment donné, je vais pouvoir éventuellement piocher la carte qui va me permettre de gagner, et compagnie et compagnie. Mais par contre, ça fait gagner souvent tard. Et la fin de partie est souvent stressante quand on joue cette stratégie-là, parce qu'on a beaucoup pioché déjà, et donc il nous reste très peu de temps pour remporter à la fin. D'ailleurs, à la fin, là, si j'avais une tête en plus, on aurait sans doute fait patte, du coup, je pense. Alors non, parce que du coup, si tu avais une tête en plus, j'aurais joué Majesté. Parce que j'avais encore roi de cœur. Non, tu savais pas. C'est-à-dire que si à la fin je reposais un troisième enfant, à un moment j'ai posé 2 enfants d'affilée. En posant un troisième, en posant un enfant, là, je m'écartais d'une défaite au PV, et puis il nous restait 4 cartes à piocher, donc je pense qu'on faisait pas. Ouais, c'est possible. Donc c'était tendu. Ouais. Mais c'est vrai que du coup là, en analysant, vu que toi tu visais le pat, et que moi je suis parti dans un peu la guerre, c'est-à-dire j'ai posé une figure en espérant qu'elle reste. Enfin là typiquement on voit que j'avais l'espace de poser un fou et de piocher 4-5 fois et puis d'aller au pat, effectivement. Ouais, clairement. Mais bon, à vrai dire, avec toutes les cartes que tu avais, je posais un fou, tu me le sanctionnais et on repartait sur une partie normale dans laquelle j'allais perdre. Ouais, non, mais c'est clair. Donc, à mon avis, là, en l'occurrence, c'est une pénurie de carreaux, moi, avec laquelle je dois traiter. Donc, tu dis, ouais, moi, je suis en double pénurie et tout. Moi aussi, je commence en pénurie. Mais je pense que la pénurie de carreaux, c'est la plus facile à gérer. Et on a déjà dit que la pénurie de pique était la pire. Était la pire, absolument. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais je sais pas si la pénurie de pique en Hélios en reste encore la pire. Pour moi, dans la mesure où tu as les enfants et tu commences à 36. Je temporiserai en disant on avait bien dit ça pour le Antares, ça c'est clair. Est-ce que pour l'Hélios, c'est toujours le cas ? Je pense que oui, parce que l'argument marteau qui était la pénurie de pique est la pire, c'est que pénurie de pique, donc l'autre a du pique, d'une. De deux, pénurie de pique, donc je ne peux que poser des figures qui ont du cœur, hormis l'ombre, bien sûr. Donc en gros, je pose que des figures qui ont du cœur face à quelqu'un qui a des gros pics. Donc c'est forcément perdant. Alors, ouais, d'accord, ok. Mais n'oublie pas quand même que même en pénurie de pique, je peux quand même jouer l'ombre qui va me permettre de piocher quand même 2 cartes par tour et qui va obliger l'autre à l'attaquer. Sinon, il peut juste pas laisser son adversaire piocher 2 par tour. C'est vrai. Même s'il a beaucoup de piques. Donc, on peut jouer ombre et enfant en pénurie de pique. Donc, ça fait quand même 2 formations en Hélios là où avant on les avait pas. C'est vrai. On peut contrebalancer quand même. Ça a été patché. Je pense que c'est quand même encore la pire pénurie, mais. Ok. Ça c'est là un débat qui sera tranché uniquement par les statistiques peut-être du jeu que tu développes. Qui sait. Oui. Donc ça sera très intéressant. Donc voilà, donc là ce qui se passe en fait tout simplement c'est qu'au bout d'un certain moment, à force de piocher des cartes avec mes fous, qui sont pas forcément des fous de Mencken d'ailleurs, hein. Il y a eu un gros fou à un moment donné qui est passé, on l'a vu à l'écran, avec un 9 de trèfle et une dame de trèfle il me semble, donc il était à 12 ou 11 je sais plus. À 11 et j'ai tapé à 12. À 11 voilà, c'est parce ça. que j'ai pu le tuer, mais il changeait rien que je pense que je vais terminer ta phrase, j'étais sur le toboggan de l'enfer quoi. C'est ça, exactement. Mais pourquoi ? Parce que en fait à force de piocher, moi aussi j'ai complété ma pénurie et puis pas avec n'importe quelle carte, avec un 10. Ce qui fait que là je me retrouve avec cet accompli incroyable qui a juste 9 en cœur, du 100 carreaux, du 100 pique et du 100 trèfle. Donc là, sachant qu'en plus Darky a quand même utilisé beaucoup de ses cartes dans la guerre, comme tu l'as dit, j'aime bien cette idée de stratégie là. Il y en a un qui va au nul et l'autre qui va à la guerre. Eh bien, ma foi, là je suis quasiment sûr maintenant de ne pas perdre. De ne pas perdre. Je dis pas que je vais gagner, je ne perdrai pas, ça c'est sûr. Ouais, je suis pas allé piocher de solution contre toi. Enfin, non, c'est pas que je ne peux pas perdre. D'ailleurs, je peux perdre parce qu'il y a le pat, mais par contre, tu ne peux plus gagner. Ouais. C'est ça. Donc déjà, c'est cool, quoi. Et donc là, la fin de partie est pas très intéressante. Il y a quelques petits trucs à dire quand même. Vas-y. Le fait que tu joues des enfants, à un moment donné, ça me fait stresser. Hein. Je m'attendais pas du tout à ce que tu aies des gros enfants comme ça. J'avoue, j'ai été très surpris. D'ailleurs, tu vois, peut-être que si tu étais parti, au lieu de partir à la guerre, ta première figure, ça avait été un enfant et que tu avais commencé à gagner à la Majesté. J'avais un tout petit cœur au début. Ouais, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que je me demande si, quand je pose mon fou au départ,
Toi, t'as pas intérêt à dire ok, tu me cèdes la place, bah moi, je vais prendre un avantage aussi sans t'attaquer. Je vais... Alors, oui et non. Oui, Ah non, faut que tu tues le fou. Non, j'ai rien dit. C'est ça. Dit, déjà, si tu poses un faux et que je pose un enfant, je vais sûr. perdre la guerre Oui. parce que je montrerai moins vite que tu piocheras de cartes. Exactement, c'est ça. De deux, je pose un petit enfant, donc tu as tout intérêt à me le laisser sur le board, comme ça je peux pas en reposer un grand. Au mieux, je l'éduque, mais dans ce cas-là, je perds vachement de temps. Je perds 2 tours sur un enfant fort. C'est vraiment moisi comme. Moisi. Non, j'ai rien dit. Non, par contre, je pense que si t'étais parti sur une stratégie majesté, non, à aucun moment tu pouvais le faire. Hein. Si je partais sur une stratégie majesté, je perdais. Si je partais sur une stratégie de guerre, je pense que je perdais. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Parce que là, je l'ai pas. J'étais vachement surpris par cet enfant-là. L'enfant que tu es en train de poser, le 11 là. Parce que je me dis. Je finis par piocher une tête et j'avais mon 10 de cœur que j'avais encore sur moi. Mais surtout, moi j'ai les boules là parce que je me dis, là je suis en train de perdre des tours quoi. Enfin, je retourne le 10 et mon 5 pour finalement ne rien gagner, ni d'un côté, ni en combat, ni en majesté. Je pense que mine de rien, ça monte à la limite de ta stratégie, c'est que face à quelqu'un qui fait ça prouve donc qui fait comme toi, c'est-à-dire qu'il joue très très tempo et qui joue contrôle en espérant piocher des cartes et puis au dernier moment essayer de gagner l'avantage. Tu peux faire ce que tu veux en échange, donc tu peux partir à la guerre ou pas. Il suffit juste de garder de quoi poser 2 ou 3 enfants à la fin et au moins tu forces le pad pour tout le monde. Quoi. Voire même un fou, si tu avais eu l'occasion de poser un fou. Ouais, clairement. Tu défonçais là. Exactement, je piochais pile poil la fin du deck et je mettais fin. Du coup, est-ce que ta stratégie est bonne ? Je sais pas. C'est celle que j'explore en ce moment. Okay. Je dis pas que c'est la meilleure du monde. Là, en l'occurrence, j'ai voulu. Pourquoi là, cette vidéo m'intéressait parce que cette partie m'intéressait. Bon, d'abord, c'est la première. On ment pas. On montre les vidéos qu'on fait. Hein. On n'est pas en train de choisir les vidéos. À chaque fois, on vous montre les parties qu'on fait, même quand elles sont pourries. Hein. Vous le savez, puisque vous avez vu la vidéo, par exemple, avec le Guy qui a été diffusée récemment, qui est juste à chier. C'est pas le Guy qui est à chier, hein, c'est la partie. C'est juste un rush-cœur immonde où il peut rien faire. Voilà. Mais ça nous intéresse aussi de montrer ces parties dans le Val d'Hélios qui rate, il y en a aussi, voilà, ça existe. Non, donc là c'est vraiment les parties telles qu'on les fait. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était justement que cette main m'obligeait à faire cette stratégie dont je ne cesse de parler en ce moment, qui est la stratégie du nul, et de voir jusqu'où elle va. Et là, en l'occurrence, quand même, elle me permet de gagner. Cette main ta main ne t'oblige pas à faire la stratégie du nul. Non, j'aurais pu partir en enfant, enfin j'aurais pu partir en stratégie majesté. Ou en accompli. En mode, quoi que je pose en face, tu m'aurais... C'était perdant parce que tu poses un accompli avec un 1 de carreau. Parce que c'est le joker noir en plus que j'ai, c'est pas le joker rouge. Hein. Donc tu poses un accompli avec un 1 de carreau. Mais t'étais sûr de jamais défoncer le trèfle adverse. C'est donc de te retrouver avec les parties spectaculaires. Bien sûr, ouais. J'avais oublié que t'étais en pénurie de carreaux. Bien évidemment, tu pouvais pas faire d'accompli. Ouais. Si, je peux faire accompli avec le joker, t'as tout à fait raison. Mais faut pas, je veux dire. Faut pas, je pense pas, voilà, c'est ça. Mais par contre, en Antares... Je pense que les gens auraient naturellement fait un accompli, tu vois, parce qu'en Antares, on est tellement dans une logique de guerre. Oui. Tu vois. Je peux donc je fais. Voilà, c'est ça, quoi. Mais là, non, en Hélios, non, il y a cette stratégie-là, fou enfant. Finalement, je ne pose un accompli que lorsque je suis sûr de pouvoir gagner. Je dis pas que je vais gagner, mais de pouvoir gagner. Par contre, je sais que toi, tu ne vas pas gagner, ça c'est sûr. Tu perdras soit avec moi, soit sans moi, mais tu perdras. Et donc voilà. Mais c'est vrai que la distribution aussi des cartes est difficile. Hein. Alors à la fin, tu temporises avec des enfants. Voilà. Et donc défense du diable. Et voilà. Et là, on retourne les cartes, c'est terminé. Dans les vidéos... Conclusion. Non, je faisais une petite remarque. Dans les vidéos, on va voir absolument toutes les cartes qui ont été détournées. On voit ta main, la mienne. Il n'y a aucune carte qui passe à la trappe. C'est ça. Ok. Donc dès qu'on a le jeu vidéo, on pourra rejouer des parties qu'on a déjà commentées. C'est pas mal ça. Ouais, parce que tu vas les coder, du coup tu regarderas les parties commentées. Ouais, c'est ça. Disons que vous avez joué la partie commentée numéro 2. Exactement. Alors on explique rapidement ce que tu fais, parce que là les auditeurs vont rien comprendre. Donc c'est en cours de faire une version jeu vidéo du Val avec une partie solo que tu as écrit d'ailleurs. Presque. Voilà, donc cette partie-là, ça sera une surprise, je pense. Ouais. L'autre partie, c'est un jeu multijoueur classique avec donc vraiment un jeu vidéo en ligne qui propose plusieurs styles de jeu, soit en live, soit en tour par tour, enfin en correspondance, quoi. Et l'aspect qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui dans ce jeu-là, c'est au final, le Val, c'est la question qu'on essaie de résoudre dans absolument tous les podcasts, j'ai l'impression, dépend énormément de la distribution initiale du jeu, et on n'arrête pas de se demander comment se serait déroulée la partie si j'avais juste fait ça de différent. Et on ne peut jamais vraiment répondre à chaque fois parce qu'on ne sait pas exactement comment étaient distribuées les dernières cartes du deck. Là c'est l'ordre de ces 5-6 dernières cartes, au final, influe aussi sur la suite du jeu. Et un kiff qu'on aimerait, en fait, c'est pouvoir se cloner, jouer avec exactement le même deck, 60 parties différentes, et puis voir est-ce que cette partie était courue d'avance ou non, est-ce que c'est mes choix qui ont vraiment impliqué ma victoire ou non.
L'avantage, c'est qu'avec un jeu vidéo, on peut. Et donc, on aimerait faire en sorte que quand on joue une partie en ligne, moi contre Romaric, l'ordinateur choisit une partie hasard, c'est-à-dire qu'il mélange le deck. Et de temps en temps, suivant notre choix, en fait, on pourra cocher j'aimerais bien jouer des parties historiques. Il nous fera rejouer une partie qu'on a déjà joué par le passé. Par exemple, la première partie qu'on a jouée, moi, au jeu, quand on a joué au Val, une année plus tard, on va la rejouer sans que l'ordinateur nous le dise. Et puis à la fin de cette partie, il nous dira au fait, cette partie-là, vous l'aviez déjà jouée et il avait déjà gagné. Ou alors, ce coup-ci, vous avez réussi à inverser la tendance. À votre place, par exemple, vous aurez aussi, par exemple, imaginons qu'on code les parties de Val commentées. À votre place, Aurélien Guy avait perdu. Et vous avez réussi à gagner contre Romaric. Donc, il y a un côté un peu jouer contre son ghost que j'aime beaucoup et qu'on se retrouve dans beaucoup de jeux vidéo compétitifs. On voit ça dans Mario Kart aussi, on voit les gens qui courent après leurs fantômes. Même dans des speedrunners qui courent écran contre écran et tout ça. Et donc, du coup, ça c'est vraiment un aspect du jeu qui me plaît beaucoup. Par contre, là où je suis pas tout à fait d'accord avec la conclusion de ton argument, c'est que ça ne dira pas si nos choix ont oui ou non eu des conséquences. Parce que de toute façon, un moins bon joueur, tu vois, quelle que soit la main et la distribution des cartes, un moins bon joueur contre un excellent joueur, en fait, ça le dira entre deux excellents joueurs. Si tu vois ce que clairement. Je veux dire, un niveau de Val équivalent. Clairement. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'un excellent joueur ? Ça va pousser le débat autour de cette question de qu'est-ce que c'est bien jouer au Val. Pour moi, ce qu'on pourra trancher comme à partir du stade où tu es un joueur suffisamment intéressant pour jouer ces parties historiques, c'est quand tu ne fais plus d'erreurs grossières que tout le monde identifie comme étant clairement une erreur. Ouais, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas encore quelles sont les erreurs grossières au Val. Bien sûr, mais je pense que le jeu et l'analyse des parties nous permettra enfin de savoir ce que c'est qu'une erreur grossière. Et de dire, non, mais là, ça, c'est l'erreur qui fait que cette partie est perdue. Et du coup, de pouvoir aller plus loin dans la théorie, moi, ma grande crainte, en tant qu'auteur du jeu, c'est est-ce qu'on va pas comme ça démontrer que le Val est un jeu pété ou couru d'avance ou etc. et qu'en fait on n'a que des illusions de choix, en fait qu'on se retrouve dans une bataille, voilà, qu'en fait à partir du moment où on sait excellemment bien jouer, finalement c'est qu'une bataille comme les autres, quoi. Ça ferait mal. Ce serait terrible, mais du coup voilà, on va prendre ce risque là. Et ça m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir les résultats de cette analyse. Déjà, dernièrement, j'ai pu te prouver qu'il existait au moins une partie courue d'avance au Val. Faut que t'en parles de ça, en codant le jeu vidéo, je me suis rendu compte que c'est comme toujours, en fait, quand on code, on rend très formel des règles qui sont juste écrites et parfois un petit peu abstraites, etc. Et puis, il y a une règle, en fait, au Val qui te prouve mathématiquement qu'il y a une partie absolument courue d'avance où les deux joueurs perdent. C'est lors du rituel du crépuscule, on retourne la 10e carte, et puis s'il y a égalité entre la valeur de ces deux cartes, on retourne une autre carte. C'est une situation que les joueurs aiment bien généralement parce qu'on a un petit peu plus de cartes. Sauf qu'il existe plusieurs façons d'ailleurs, sans doute bien un bon millier de façons de mélanger le jeu de cartes qui donnera une égalité au crépuscule, puis une autre égalité, puis une autre égalité, ainsi de suite jusqu'à vider le paquet. Or, la règle est formelle, quand il n'y a plus de source, les deux joueurs perdent. Voilà, donc on peut la partie courue d'avance, c'est celle où les cartes sont 2-2, le 3 à côté du 3, le 2 à côté du 2, le 1 à côté du 1. Au bout de la 10e. On retourne et donc à chaque fois, on retourne des cartes et puis en fait, tout le monde a perdu. C'est une preuve. C'est imparable. Là, celle-là, elle est bien courue d'avance, c'est perdu d'avance pour les deux joueurs. Là, j'ai trouvé ça tellement drôle comme argument. Et parce que tu dis, c'est ma peur. C'est QFD. J'ai l'intuition quand même qu'il y a quelques parties courues d'avance, bien entendu, sauf si l'autre joueur fait une grosse faute, et puis dans ce cas-là, tu peux gagner une partie que tu aurais dû perdre. Ouais. Mais plus ça va, et en tout cas, cette dernière version du Val, maintenant, tu m'as convaincu, je suis persuadé que si on refaisait cette partie, par exemple, j'aurais des moyens peut-être de gagner, alors que là, elle me paraît courue d'avance. Je suis moins définitif sur ça. En fait, peut-être de temporiser, tu vas laisser, par exemple, je me demande si, alors je me pose la question, j'en sais rien, parce qu'effectivement laisser un fou sur le Val c'est dangereux. Je me demande si avec ton carreau, au lieu d'attaquer mon fou, à la première partie tu avais attaqué directement ma majesté. Je me demande, non parce que j'avais un enfant fort. C'est ce que j'ai fait dès le deuxième tour, je t'ai baissé, mais non là au final peut-être que des stratégies optimales auraient été des jeux très absurdes du style ne rien jouer au début, puis jeter un carreau. T'aurais été tellement au flip que tu te serais dit, je sais pas, peut-être que je vais jouer sur protection, je comprends pas trop ce qui se passe, pourquoi il joue comme ça. Ou alors t'aurais été super en confiance, putain, il joue rien dès le début, ça veut dire qu'il a vraiment rien. Et dans ce cas-là, tu te serais dit, bon, allez, je pars attaque. Ouais, peut-être que c'est des jeux absurdes dans ce cas-là, hein, parce qu'un peu imprévisible, je sais pas. La technique, le Drunk Master, quoi, la technique. Ouais, c'est ça. Mais ça, oui, ça existe, des coups comme ça, des coups improbables qui font gagner. Ouais. Mais ça serait triste pour le jeu, je pense, non ?
Si au final on découvrait que c'est des coups ou irrationnels qui permettent de gagner. Oui et non, parce que comme toujours, ça s'inscrirait dans la méta, et puis ce serait pas des coups si débiles, ce serait plutôt des coups qui font peur. Et dans ce cas-là, tu pourrais les faire même quand t'es pas dans la situation où tu dois les faire, et ça rajouterait juste une grosse strate de bluff. Tu vois, c'est un petit peu comme l'enfant de Milaz au final. Au tout début, tu pourrais te dire assez bêtement, oula, mais ça c'est une technique débile. Sauf que ça s'inscrit dans l'espace des jeux, des plays légitimes, parce que ceci dit, c'est du bluff. l'enfant de Milaz en Helios, je le vois plus jouer, moi. Ça fait des années, j'allais dire, des mois que j'ai pas vu un enfant de Milaz sur le Val. Ouais, c'est vrai, c'est un bon contre-argument, c'est vrai. Ouais. Bon, après, en Antares, il était assez rigolo, mais je trouve qu'en Helios, il perd un peu de sa saveur. Mais par contre, ce qui est intéressant avec l'enfant de Milaz et avec cet argument de l'enfant de Milaz, c'est de montrer comme l'action ou l'inaction a du sens dans le Val et peut effectivement engendrer des questionnements et créer des dilemmes, créer des situations problèmes. Ça c'est cool. Non, moi ce que j'ai noté en fait dans le Val ces dernières années, surtout comme influence, c'est l'influence des têtes au milieu des formations que j'avais moi à titre personnel en tant que joueur complètement sous-estimé dans mes stratégies. Le fait de mettre un roi de trèfle au milieu d'un accompli qui a rien en trèfle par exemple. C'est terrible. C'est-à-dire en fait, tu as un as de trèfle sous un roi de trèfle et le mec est persuadé du coup qu'il va falloir utiliser ça. Tu vois, c'est presque une espèce d'enfant de Milaz extrapolé, une espèce d'enfant de Milaz de toujours quoi. Ouais, enfin, c'est vrai. c'est ça qui est énorme. C'est-à-dire tu fous un roi de trèfle au milieu d'un accompli qui a un as de trèfle et en fait tu pousses l'autre à l'overkill à fond. Donc clair. en fait, et ça, c'est même plus du bluff là, vraiment tu joues avec un biais cognitif qui est que l'autre il va se dire tiens la moyenne du coup c'est plus 10 que je dois atteindre, c'est peut-être 13, ouh là là c'est beaucoup trop. Ouais, exactement. Et surtout contre des gens comme moi qui ont des aversions au risque, c'est vraiment intéressant. Ouais. Voilà. Bah, merci en tout cas Darky d'avoir accepté d'enregistrer cette émission. Je sais que t'es frustré parce que voilà, de rien, t'inquiète pas, je vais te mettre trois défaites juste après. Ça roule, on y va alors, on y retourne. Allez, à bientôt. Salut tout le monde, à plus.